France Maghreb 2. Lundi 17 juillet, bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi, le grand forum LGF jusque 18h30 en espérant que tout se passe bien pour vous. Vous avez passé un excellent long week-end du 14 juillet avec la petite chaleur qui revient et qui s'installe sur Paris et toute la France d'ailleurs. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on l'a vu et pour cause, on va en parler d'ailleurs, c'est pourquoi il était absent pendant quelques semaines. Yasser Louati, comment ça va Yasser ? Bonsoir Christophe, bonsoir les auditeurs. Yasser, puisque tu es là donc de retour aujourd'hui et tu étais absent depuis quelques semaines, mais pour la bonne cause, puisque tu as été à l'initiative, à l'origine on va dire de ce grand rassemblement qui a eu lieu à Los Angeles, où tu étais d'ailleurs. Tu vas nous raconter un petit peu tout ce qui s'est fait et c'est peut-être le début d'une énorme chose qui va peut-être alimenter dans le futur. Justement, toute cette violence au travers du racisme, puisque à l'initiative donc de toi et de plusieurs personnes aussi, vous avez monté alors c'est quoi? C'est un collectif? En fait, d'abord, c'était une coordination informelle entre militants de France, Grande-Bretagne, États-Unis contre le racisme et les violences de l'État. Et donc ça va bien sûr de l'islamophobie, de la négrophobie, violence policière, surveillance, politique sécuritaire. On sait qu'en France, on a l'état d'urgence. En Royaume-Uni, ils ont Prevent. Ouais. Et aux États-Unis, ils ont le CVE. J'expliquerai, mais en gros, c'est les politiques contre la soi-disant radicalisation, mais qui sert en fait à faire des musulmans vraiment la cible des autorités, que ce soit la police ou par exemple le renseignement. Alors justement, on va tout savoir sur ce qui s'est passé à Los Angeles. C'est donc on disait tout à l'heure le début d'une belle chose au travers de rencontres et une série d'actions qui ont été menées donc à Los Angeles. C'est le début de quelque chose d'important, bien sûr à l'échelle, on va dire pour l'instant de 3 pays, mais Atlantique, qui non, vise. Pour l'instant, on s'en arrête aux 3 pays de l'Atlantique Nord. Ouais. Mais qui vise à s'agrandir. Bien sûr. Bon, j'avais commencé l'année dernière avec les Britanniques, maintenant les Américains s'y joignent. Mais l'Amérique c'est un gros morceau, donc on n'a fait que Los Angeles pour l'instant. Très bien. Donc on saura comment tout a commencé, ce qui s'est dit, quelles sont les actions que vous avez menées, que vous entreprenez pour le futur, tout à l'heure dans un gros focus que tu nous présenteras donc tout à l'heure Yasser Louati. Et puis Nadia Lazouni qui sera de la partie, dans quelques minutes elle nous rejoindra. Et parmi les sujets que l'on va évoquer, bien entendu, c'est ce qui s'est passé du côté de la mosquée d'Al-Aqsa. Tu as suivi un petit peu, c'était vendredi, l'accès aux Palestiniens bien interdit donc sur l'esplanade des mosquées, à l'entrée donc de la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Et bien sachez que cette mosquée a été réouverte, mais on y a installé, ce qui crée la polémique, un portique de sécurité. On verra. Et puis bien entendu, on reviendra sur Emmanuel Macron hier. C'est un discours qui se rapproche selon certains de Manuel Valls qui avait prononcé, vous savez, qui avait dit le sionisme est de l'antisémitisme finalement, et il a été un peu plus nuancé, mais finalement en étant un petit peu dans la même lignée que Manuel Valls. Le discours qualifié par Yasser Louati de dangereux, prononcé hier à l'occasion des commémorations de la Ralph du Veldiv 70e anniversaire, qui était donc célébré hier, qui avait lieu à Paris en présence là aussi d'une visite très contestée du Premier ministre israélien. Nous y reviendrons bien sûr sur France Maghreb 2 avec vous et en direct en nous appelant 01 40 33 9000, également le 06 18 21 56 41 qui est le mobile répondeur et le hashtag LGF officiel sur Twitter. N'hésitez pas aussi à commenter bien entendu comme d'habitude. Vous avez la parole dans cette émission, sans oublier le j'aime ou j'aime pas. Et t'as un petit coup de cœur sinon mon ami Yasser? Un coup de cœur, ça sera vraiment pour les militants de Los Angeles que j'ai rencontrés. Vraiment, j'ai passé que 6 jours et franchement, j'aurais dû rester plus longtemps. Bon. Tu es amené à y retourner probablement. Oui, j'espère, Inch'Allah. Allez, côté musique, on va voyager aussi avec le dernier son de Amadou et Mariam, ce couple malien qui entame d'ailleurs une grosse tournée à partir du mois de septembre sur France Maghreb 2, c'est maintenant et en musique. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec le grand retour de Yasser Louati sur France Maghreb 2, ça fait plaisir en tout cas. Plaisir. Bonjour ma petite Nadia. Bonjour monsieur Christophe, comment ça va? Nadia Lazouni est avec nous évidemment, accompagnée de Yasser qui était, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, absent mais pour la bonne cause.
Et on en reparlera d'ailleurs. Vous saurez pourquoi il était absent durant ces quelques semaines, bien occupé à travailler, hein, pendant que d'autres pleurnichent. Eh bien, il y en a qui travaillent. Un militant parmi les militants, tant pis. Yasser Louati. Christophe, là-dessus, non, je pense pas que ça soit un souci pour lui. Non, alors, pas du tout. Il me connaît bien, Yasser. En tout cas, un militant parmi les militants qui bien se sont réunis à travers 3 pays, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et Yasser nous expliquera donc tout à l'heure en quoi consistait donc cette tournée à Los Angeles, parce que les États-Unis c'est grand, là c'était vraiment Los Angeles pour le coup. Il y aura d'autres voyages, d'autres missions, vous saurez pourquoi. On parlera brièvement, même si c'est pas rendu public, de cette association que tu as montée, Yasser. Rapidement en tout cas, son but, bien sûr, tu nous en reparleras donc dans quelques minutes, vous saurez tout. Et si vous le souhaitez même poser des questions à Yasser Louati, pas de problème, 01 40 33 9000. Mais avant toute chose, on va parler de ce qui s'est passé du côté de Jérusalem. Vous le savez mes amis, eh bien les autorités israéliennes ont fermé la mosquée d'Al-Aqsa ce vendredi. Eh bien, elles ont décidé sa réouverture en y installant un portique de sécurité qui a choqué évidemment de nombreux fidèles. Après donc 2 jours d'une fermeture due à une attaque, l'esplanade des mosquées a été rouverte hier. La tension qui reste à son comble. Il faut dire que depuis le 14 juillet, entre Israël et les fidèles musulmans qui vont prier chaque semaine dans ce lieu saint, l'ambiance est quelque peu électrique. Le mefti de Jérusalem, Mohamed Issa, a même été arrêté suite à la fusillade. Le responsable religieux a été retenu par la police israélienne, accusé d'incitation à la violence à propos de son appel lancé aux musulmans à venir à Jérusalem. Il avait critiqué, enfin son tort c'est d'avoir critiqué la fermeture israélienne de l'esplanade des mosquées. Donc la mosquée d'Al-Aqsa donc réouverte, des détecteurs de métaux ont été placés à son entrée, mais les fidèles musulmans ont décidé, en tout cas pour certains d'entre eux, de boycotter le lieu de culte en demandant de supprimer ces détecteurs, et eh bien sachez que des protestataires ont même bloqué l'accès à la mosquée en ripostant donc contre cette décision israélienne. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça se complique, ça eh bien persiste, la tension qui est palpable donc à l'esplanade des mosquées. D'abord en un mot, Yasser, ta réaction suite à ce qui s'est passé donc vendredi. L'info a été quasiment occultée ici dans les médias français, et pourtant elle est quand même importante. L'accès aux musulmans interdite à la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam, vendredi, suite et après une attaque. De toute façon, l'expression de violence israélienne continuera en s'accentuant. On sait que le pays est de plus en plus isolé sur la scène internationale et même sur la scène, on va dire, institutionnelle. Donc cette expression-là, en fait, vise d'abord à rassurer l'opinion publique locale. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est aussi pour envoyer un signal comme quoi Israël contrôle toujours la situation. Or, Israël ne contrôle pas la situation. Et d'ailleurs, je me réfère à un article de Electronic Intifada qui montrait qu'un rapport fuité et démontrait l'efficacité du mouvement BDS qui justement avait cloué au pilori l'État d'Israël. Et donc, et en plus, pour aller encore plus loin et pour faire le lien avec ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que la génération des ceux qui ont 20-30 ans aujourd'hui aux États-Unis et qui sont de confession juive ne voit aucune obligation d'allégeance envers Israël. Et on sait que j'avais même vu un sondage passer que Israël avait encore plus mauvaise presse que Daesh sur les campus américains, ce qui est énorme. Donc voilà, maintenant, bien sûr, à chaud, on peut être écœuré par ces politiques coloniales d'Israël, mais elles ne sont que l'expression d'un mouvement qui est beaucoup plus profond et qui commence à porter ses fruits. Donc maintenant, le travail qui consiste à faire ici en France, c'est de mettre la pression sur le Quai d'Orsay ici chez nous et de continuer à mettre la pression sur ce gouvernement. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est bien dénoncer, mais pleurnicher n'apporte rien. Il faut qu'à un moment, le mouvement BDS gagne du poids. Or, il n'est pas assez relayé. Et je dénonce, et j'assume publiquement ma dénonciation ici sur France Maghreb, beaucoup de ces militants qui nous parlent de lutte populaire et de lutte contre le racisme et qui ne disent pas un mot en soutien à la Palestine et encore moins en soutien à BDS. Donc, l'heure est venue maintenant de donner à ce mouvement tout son poids et lui donner une transformation politique pour qu'il puisse bénéficier à la paix en Palestine. Ça veut dire, Nadia Lazouni, que aujourd'hui, au travers de ce que dit Yasser, qui est très intéressant, c'est que finalement,
le mouvement BDS se retrouve non pas isolé, mais pas assez soutenu Oui, de la part de quelques militants qui effectivement parlent de la Palestine. Enfin, je sais pas si on peut appeler d'ailleurs des militants. Ils n'ont pas encore la carrure, mais la part de gens qui prétendent défendre la Palestine et qui continuent d'acheter, de consommer des produits. J'allais dire qui confortent le colonisateur finalement. Mais très clairement, déjà, j'allais dire pour revenir sur l'installation de ces portiques, j'allais dire encore une ultime provocation. Non, c'est pas une ultime provocation, c'est une énième provocation. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres de toute façon. C'est la spécificité de cet État, c'est de provoquer, de serrer l'étau toujours quotidiennement. Effectivement, le mouvement BDS n'est pas assez relayé pour la simple et bonne raison que lorsque l'on ose finalement défendre les droits des Palestiniens, on devient un peu persona non grata en fait dans ce pays. Et voilà, c'est ça exactement. Donc il y a peu de personnes au nom de certaines luttes pour ne pas les sacrifier. Ils évitent justement de soutenir de façon ouverte le peuple palestinien, leur droit à l'indépendance. Donc c'est ça en fait, on a un peu les poings liés dans ce pays. C'est que si l'on veut avancer dans certaines causes, ou si l'on veut s'assurer une certaine carrière, ou si l'on veut maintenir de bonnes relations avec des institutions, vaut mieux se taire sur la question palestinienne. Et puis malheureusement on ne fait pas d'exception. Je veux dire, au sein même du milieu communautaire musulman. Mais au sein même de ce milieu communautaire, parce que on l'a vu, on le voit d'ailleurs, lorsqu'il y a des manifestations en soutien au peuple palestinien, etc. Ils sont qu'à peine 200 dans les rues. Yasser Louati, Nadia. Par contre, ils étaient des milliers lorsque Gaza était bombardé. C'est quoi? Il leur faut des images de sang, il leur faut des morts. Il leur faut des cautions. En fait, pardon de le dire, je vais parler de façon assez crue. Par exemple, en 2008, c'était ça, plan Dursi. Oui, plan Dursi, 2008. Ensuite, il y a eu 2014. À partir du moment où on a certaines associations qui ont une légitimité aux yeux des institutions de ce pays, on va parler d'Amnesty International par exemple, qui dit je marche, je prends part à cette marche. Il y a d'autres petites associations communautaires qui vont se cacher devant le géant et qui vont dire vous voyez, on peut pas nous accabler de l'antisémitisme puisque l'on marche aux côtés par exemple d'Amnesty International. Je pense qu'on a besoin un peu de cette caution entre guillemets blanche pour se sentir finalement un peu plus libre dans nos combats. L'ONU qui dénonce la colonisation, Yasser, au travers d'un communiqué, qui dénonce la colonisation israélienne et qui dit que finalement, tant que cette colonisation perdure, continue, il n'y aura pas de solution de paix. Non, mais l'ONU là-dedans, il n'est que spectateur. Donc encore une fois, c'est que tant qu'il n'y a pas des mouvements populaires qui font pression sur leurs États, il n'y aura pas de résultat politique. Et la raison pour laquelle on diabolise la cause palestinienne et on diabolise tous ceux qui la soutiennent de près ou de loin, c'est qu'on a déjà théorisé, tu te rappelles de ma chronique qui s'appelait Être sioniste et antisémite. Il y a déjà eu théorisation du rapprochement extrême droite et sionisme pour empêcher l'émergence d'un État palestinien en agissant en amont du poids politique que gagneraient les populations racisées à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça que le fait quand on voit une convergence entre sionisme et extrême droite, c'est pas par amour, quand on sait que ce qui s'est passé il y a pas si longtemps, c'est qu'on veut à tout prix empêcher l'émergence d'un État palestinien. Et la phobie absolue des décideurs sionistes, c'est de voir ces jeunes qui soutenir les Palestiniens ici en France, là-bas en Angleterre ou ailleurs aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité historique de différentes associations et militants qui refusent de participer au combat, comme l'a dit Nadia, soi-disant pour naviguer et garder un petit peu de lumière. Or, on sait très bien que la cause palestinienne est un point de convergence pour toutes les causes. C'est une cause contre la colonisation, contre la militarisation, contre l'impérialisme occidental. Et on sait très bien qu'Israël participe à l'élaboration de politiques sécuritaires qui profitent à l'Europe et que nous subissons aujourd'hui. On sait très bien que l'Europe, par exemple, finance des recherches sur la surveillance de masse à laquelle participe, par exemple, l'Université de Tel Aviv. Alors, si on y rajoute, vous savez que c'est assez tendu là avec l'Arabie Saoudite et les autres pays, on va dire en ce moment, puisqu'il y a une déclaration de l'ambassadeur saoudien, oui c'est ça, du côté d'Alger, qui a fait sensation polémique. Il a déclaré que le Hamas était une organisation terroriste. Mon Dieu. Non mais c'est vrai que maintenant je pense qu'on peut enlever les gants en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut arrêter ce tabou parce qu'il gère la Mecque et Médine. Les musulmans doivent se taire et ne pas condamner ce pays.
D'accord. Déjà, les ambassades saoudiennes à travers les pays européens ont pollué les mosquées de France et d'ailleurs avec leur version de l'islam qui empêche, peu importe ce qu'on l'appelle, c'est financé, sponsorisé par les consulats et les ambassades saoudiennes pour faire des mosquées des centres de pression idéologique. Ça veut dire que les musulmans, le bon islam, c'est l'islam saoudien, celui qui t'empêche de travailler socialement et de t'impliquer politiquement. En gros, on n'a pas le droit de critiquer l'État et le gouverneur. On sait très bien comment ça se passe. Deuxièmement, quand on sait que l'Arabie saoudite a convergé avec l'État israélien sur le dos des Palestiniens et qu'en plus, il y a eu différentes pressions pour faire de cette cause une cause illégitime, quand on sait qu'en plus, les Émirats et l'Arabie saoudite n'ont pas hésité à accueillir en grande pompe soit Donald Trump, soit directement ses émissaires, que les Émirats ont en plus envoyé un émissaire chez Marine Le Pen à Montretout et il proposait de financer sa campagne électorale, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus se taire sur la politique néfaste du gouvernement saoudien, et j'insiste, gouvernement saoudien, pas l'Arabie saoudite. Le gouvernement saoudien repose sur la famille Saoud qui nous font payer leurs ambitions, et les dindons de la farce, ce sont les populations racisées ici en France qui ont développé un complexe vis-à-vis de l'islam saoudien. Or, les Saoudiens n'ont pas le monopole de l'islam et encore moins celui de la bonté envers les musulmans. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Bah oui, c'est effectivement bien dit. D'autant plus, tiens, on apprend une petite information qui peut avoir sa petite importance. Une reprise des vols directs entre Tel Aviv et Riyad. Voilà. Donc ça y est, je crois que c'était depuis le cas d'un petit moment déjà la normalisation des relations. Et on verra des fatwas qui voudront rendre cela légitime. Quand on a des mouftis qui sont assis, qui sont fonctionnaires de l'État saoudien et qui demandent aux musulmans de s'auto-exclure, t'as pas le droit d'acheter, t'as pas le droit de travailler, t'as pas le droit de voter, t'as pas le droit de ceci, cela, et donc, au final, on donne une caution religieuse à l'auto-exclusion des personnes de confession musulmane. Ça, je le dis, et je sais très bien que très peu oseront le dire. Parce que je connais assez bien l'Arabie saoudite, d'accord? Et je pense que maintenant, le mal que fait l'Arabie saoudite aux personnes de confession musulmane en France doit être dénoncé. Et on peut plus continuer. À travers le monde, hein, vas-y. À travers le monde. Ouais. Sauf que moi, ma position ici, elle est à Paris. Ouais. Il faut arrêter avec cette espèce d'omerta et de complexe, comme quoi les Saoudiens auraient le monopole de la religion et que c'est leur leadership qu'il faut suivre. Un pays qui a accueilli en grande pompe Donald Trump et Stephen Bannon qui ont théorisé la pire islamophobie américaine et qui en plus leur font un pont d'or. Je suis désolé, en tant que militant contre l'islamophobie, je dénonce Donald Trump autant que je dénonce le gouvernement saoudien. Nadia, après ce gros coup de gueule de Yasser, très légitime pour le coup. Je partage à 100% son point de vue. L'Arabie saoudite n'a absolument aucune légitimité pour qualifier, donner un caractère terroriste ou non à une organisation. Je pense que leur pensée leur pensée est une pensée, on va dire, terroriste, puisque comme le disait tout à l'heure Yasser, on est des milliers, on va dire, de Français à avoir fait allégeance à leur vision de l'islam, à s'être auto-exclus. On n'a jamais été aussi pleinement citoyen français pour les raisons aussi qu'il a évoquées, parce que c'était à coup de propagande que l'on a appris, on va dire, l'islam saoudien, en tout cas moi lorsque j'étais petite. Donc oui, je pense que le véritable terrorisme, c'est le terrorisme d'État saoudien, celui qui restreint les libertés de son peuple et qui effectivement, pour qui ça ne pose absolument pas de problème de traiter avec un État qui colonise et martyrise et torture le peuple palestinien. Est-ce qu'il faut aller d'ailleurs à l'image de ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ces protestataires des fidèles musulmans qui bloquent l'accès et qui boycottent la mosquée contre justement l'installation de détecteurs de métaux et de portiques de sécurité devant la mosquée d'Al-Aqsa, est-ce qu'il faut aller, Yasser, c'est une question vraiment très sérieuse que je te pose, aller jusqu'à boycotter le Hajj ou le Ramadan? Je sais plus qui avait fait une étude, elle m'a été mentionnée la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de mettre la main dessus. Quelqu'un avait fait un montage financier sur le Hajj et il était ressorti avec quelque chose comme 25 ou 26% d'un prix sous le prix du marché. Les gens sont en train de se gaver sur le dos des musulmans. Ils se gavent. Aussi bien certaines agences, on va pas dire toutes, d'accord, aussi bien le gouvernement saoudien, et maintenant qui se retrouvent être les vaches à lait des personnes de confession musulmane à qui on dit en amont, tu peux pas acheter ta maison, tu peux pas ouvrir un commerce, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais par contre, on va te plumer au nom du Hajj.
Donc encore une fois, moi je ne suis pas un responsable religieux. Ouais. Je le dis à maintes fois et je n'ai pas d'opinion à donner là-dessus. Par contre, je ne peux que constater la manne financière que représente le Hajj et l'escroquerie que cela représente tous les ans quand on sait ce qui se passe comme abus entre les personnes mises sur le carreau ou des personnes qui peuvent payer jusqu'à 6 ou 7 000 euros pour un Hajj. J'ai une amie qui paye, je crois, 6 000 euros par tête. Heureusement qu'elle est célibataire, elle va payer 18 000 euros pour faire le Hajj avec ses parents. C'est indigne. Ouais. Et en plus, on va nous dire, parce que c'est une obligation religieuse, donc forcément, faut le faire. Eh ben non, je suis désolé. L'obligation religieuse m'empêche aussi de passer pour le nom de la farce. Oui, alors là c'est un débat très important en même temps et je sais que à chaque fois qu'on l'a évoqué ici sur cette antenne, ça a été assez difficile parce qu'il y a des gens qui sont effectivement attachés, on peut les comprendre aussi sur le fait que voilà, c'est une obligation religieuse et que quand on en a les moyens et la santé, il faut le faire. Beaucoup disent aussi, la politique n'a rien à faire là-dedans et que voilà, qu'en quelque sorte on fait notre devoir, on va pas enrichir les Saoudiens, on va juste faire notre Hajj. Donc c'est assez compliqué. Ouais, en tout cas, je n'appelle pas à boycotter le Hajj. J'en ai aucune légitimité ou autorité. Par contre, je ne peux pas accepter qu'on fasse passer des citoyens comme moi, des gens qui ont ma condition financière, pour continuer à les plumer au nom du gouvernement saoudien. Nadia, là-dessus, est-ce que toi aussi t'as une vision plus arrêtée ou non, est-ce que moi je crois que je sais plus si on en avait parlé la dernière fois à l'antenne, hors antenne plutôt. C'est très compliqué parce qu'effectivement c'est un des piliers de l'islam. Je veux dire, il y en a que 5 piliers. C'est des fondations de l'islam, le Hajj. Donc pareil, je dirais pas, j'appellerai jamais les gens à aller boycotter cette obligation religieuse. Il faudrait questionner pour ça des mouftis et des savants. Mais j'arrive à comprendre effectivement celles et ceux qui refusent de dépenser des fortunes. Donc ce serait plus un acte finalement de résistance. C'est le moins cher qu'on puisse trouver. Et encore, je pense que c'est plus cher parce que mon père a fait le Hajj en 2012 et à l'époque il avait payé 5007. Donc ça m'étonne. Ah oui, non, ça a monté. Voilà. Donc en 5 ans, à mon avis, on est bien au-delà de 6 000. En combien de temps on économise 7 500 euros, quoi? Ouais. Non, mais c'est clair, c'est l'histoire d'une vie, en tout cas pour un papa ouvrier, d'une vie. Bref, il faut au moins des dizaines d'années pour des papas ouvriers comme les nôtres. Donc oui, ça c'est un scandale. Après, il y avait aussi des petits moyens à un moment donné de passer par d'autres frontières pour pouvoir payer moins cher, mais là apparemment ils sont en train de serrer les taux et ça se complique aussi. Je sais pas, j'essaie de faire une analogie avec ce qui se passait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont aussi fait face à beaucoup de difficultés pour pouvoir se rendre et faire à la Mecque et faire le pèlerinage. Ils ont bravé ces difficultés-là. C'est ce qu'on doit peut-être aussi faire, c'est notre épreuve à l'image de l'épreuve que eux ont subie à l'époque où ils devaient s'organiser comme un groupe de résistance et de lutte pour pouvoir se rendre à la Mecque. Je sais pas, franchement c'est... Yasser, quel est ton regard sur ce qui se passe justement entre l'Arabie Saoudite et ces quelques pays et le Qatar? C'est risible. Littéralement c'est risible. Donc pour commencer, pour ceux qui ne sont pas au courant, Trump et son fils avaient déjà un problème avec le Qatar pour 500 millions de dollars qui n'ont pas été investis. Jared Kushner est parti approcher l'ancien, il appelle HBJ, j'oublie son nom, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui gérait le fonds souverain qatari. Il avait demandé 500 millions de dollars pour leur résidence sur la 5e avenue, je crois. L'investissement n'a pas été obtenu, donc il y a une dent qui est restée. Ensuite, lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, cette histoire n'a pas été oubliée. Donc on est dans une situation de demande d'extorsion, par exemple. Maintenant, comme par hasard, on a Donald Trump qui s'aligne avec les Saoudiens contre les Qataris. Or, le Washington Post publie ce matin, ou hier soir, que l'accusation de propagation d'informations dangereuses, c'était en fait les Émiratis qui avaient hacké les sites du gouvernement qatari et les sites d'information. Une information reprise par le Muslim Post d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc maintenant, on est dans une situation où en fait là, les masques tombent. D'accord. On voit qu'il y a une alliance entre Israël, le gouvernement saoudien et le gouvernement émirati. Je suis pas non plus l'avocat du Qatar. Il y a beaucoup de problèmes avec la politique étrangère du Qatar. Sauf que là, je parle sur le cas précis de ce blocus qui était décrété de manière unilatérale. Pour moi, qui viens du transport aérien, je sais que des familles se sont retrouvées coincées au bout du monde et qu'elles pouvaient pas rentrer, puisque même le site de Qatar Airways en Arabie Saoudite avait été bloqué. Donc là, c'était vraiment une agression qui était gratuite et qui ne pouvait que soutenir Donald Trump. Donc maintenant, le seul avis que j'ai, écoutez, dans ce cas-là, laissons l'histoire faire son travail. Mais maintenant, on verra ce qui en sortira. Mais pour moi, le perdant,
ce sera l'Arabie Saoudite. La situation reste bloquée pour l'heure. Il n'y a pas de solution de trouver, ni d'accord. Non, de toute façon, je pense que la situation a peu dégénéré à tout moment. Ouais. Puisque les Saoudiens en fait, les Saoudiens accusent les Qataris de ce que eux-mêmes font. Ouais, c'est ça. Ils font tous la même chose et après ils s'accusent les uns les autres. Donc c'est pour ça que je ne suis pas l'avocat du Qatar et encore moins celui de l'Arabie Saoudite. Par contre, je ne fais que constater une supercherie à l'échelle internationale et je sais encore une fois que c'est le petit peuple qui va payer. Et pour en finir à propos de l'Arabie Saoudite, décidément il y a beaucoup de dossiers la concernant, c'est la situation du massacre perpétré au Yémen. C'est incroyable que personne n'en parle. Omerta. Ouais, voilà, c'est un silence silence aveugle. Ouais. Ah, silence. Justement, ça encore une fois, c'est le poids des ambassades saoudiennes. Avec la complicité quand même de 9 pays, je crois. Oui, dont la France qui vend des armes. Ouais. Et la Grande-Bretagne. Non, mais des pays qui font partie de la coalition. Emmenés par l'Arabie Saoudite, exactement. qui vont massacrer le Yémen, dont le Maroc. Pour massacrer le Yémen. Un pays qui est déjà gangréné par la corruption et la famine. Et là, on n'a pas eu une déclaration pour condamner. Et je reprends ce que disait Mehdi Hassan d'Al Jazeera il y a 2-3 ans. Il disait, mais quand demain on bombardera Gaza, vous n'aurez plus aucune excuse. Puisqu'on vous dira, vous avez rien dit pour le Yémen où des massacres similaires ont été perpétrés. Et parce que c'est l'Arabie Saoudite, vous avez rien dit. Ouais. Nadia, le silence là aussi de la presse, mais aussi des dirigeants de ce monde sur la situation au Yémen. Ah mais la situation est dramatique. Bien sûr, il suffit de voir les communiqués d'Amnesty International, de Solidarité Internationale, enfin toutes les grandes ONG françaises tirent l'alarme. Mais voilà, c'est aussi toujours la même chose pour des raisons d'intérêt économique. On ferme sa bouche. Voilà. Alors pour faire simple et pour expliquer aux gens de quoi il s'agit, Yasser, Nadia. Donald Trump est effectivement parti en Arabie Saoudite, a fait exploser le portefeuille de l'Arabie Saoudite, est parti juste derrière à Israël et en a profité pour rallonger l'aide apportée par les Américains grâce finalement aux Saoudiens qui ont bien payé finalement et participé à tout cela. Mais j'ai bien résumé, non? Non mais très bien, mais il y a rien de surprenant, Christophe. Non, il y a rien de surprenant, mais c'est toujours utile de le rappeler quand même. Trump avait promis qu'il ferait saigner l'Arabie Saoudite. Ouais. Qu'il allait vraiment les plumer. Il a tenu sa parole. Maintenant, encore une fois, on va pas accabler pour pas que ça passe pour une conspiration, un complot contre les Saoudiens ou contre un truc qui devient comment dire ça irrationnel. Mais le gouvernement saoudien fera tout pour rester au pouvoir. Il fera absolument tout. Et aujourd'hui, l'allié de circonstance, pour pas dire l'allié théorique, c'est l'Amérique de Donald Trump. Et donc, l'Arabie Saoudite, oui, finance l'aide rallongée au gouvernement israélien pour qu'il continue à massacrer les Palestiniens et à voler leurs terres. Et encore une fois, prenez ma parole. Vous verrez, une fatwa sortira des ambassades saoudiennes pour légitimer la position inacceptable du gouvernement saoudien. Voilà, votre avis nous intéresse, bien entendu, vous pouvez le laisser sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 et on s'en fera évidemment l'écho bien demain dans cette émission. Et puis au travers de l'hashtag LGF officiel, vous pouvez réagir sur Twitter en nous appelant aussi en direct au 01 40 33 9000. Dans un instant, messieurs dames, on va retrouver donc le zapping du Emmanuel Macron, on a du Audrey Pulvar et du Édouard Philippe au menu du zapping. Ah oui. Et puis on va parler donc de cette tournée donc de Yasser Louati, mais aussi de pas mal de dirigeants, de militants de France et d'Angleterre pour ce qui va être rendu public très prochainement aux oreilles du grand public. Mais d'abord sur France Maghreb 2, Yasser Louati va tout nous expliquer sur ce qui s'est passé durant ces 6 jours très actifs, mon cher ami Yasser. Vous avez été, vous et les nombreuses personnes qui vous ont accompagné. Et d'ailleurs une vidéo qui sortira, je crois, ce soir, explicative. À l'instant, là, je crois qu'elle sort dans la minute là. Bon, et bien on en reparle dans un instant. Ça se passe donc en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Nadia Lazouni, Yasser Louati, ils sont avec nous aujourd'hui. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni et Yasser Louati. D'ailleurs, Nadia, j'ai oublié de te demander, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Je crois que tu vas t'en prendre à Macron. Enfin, oui, je vais parler président. De Macron. Je vais réagir, même si je devrais pas dire ça comme ça. Mais je vais commenter, on va dire, ses dernières déclarations. Oui, hier. Voilà. Ouais, notamment. On en reparlera d'ailleurs. Est-ce que c'est un discours qui nourrit l'antisémitisme? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser tout à l'heure à 17h30, juste après justement ton avis tranché avec la réaction des auditeurs au 01 40 33 9000, au 06 18 21
21 56 41. Mais avant de passer au zapping, on précise que la vidéo qui relate un petit peu, explique ton déplacement de cette délégation partie à Los Angeles, Yasser Louati, est sortie sur le site du Muslim Post. Voilà, qui d'ailleurs a envoyé aussi à Los Angeles un rédac chef pour couvrir donc cet événement. C'en est un. Donc ces militants qui se réunissent pour lutter contre le racisme et la violence d'État, à l'image de 3 pays, donc l'Angleterre, la France et donc les États-Unis. On en reparle d'ici quelques minutes. Passons avant toute chose au zapping sur France Maghreb 2, le zapping que vous allez pouvoir commenter avec nous. C'est parti avec aujourd'hui, donc dans ce zapping, les adieux hier après 25 ans de journalisme à la télé mais aussi à la radio. Audrey Pulvar a dit au revoir aux téléspectateurs hier. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous le disais tout à l'heure, vous étiez mes 4 derniers invités, puisque c'est la fin de ce dernier dimanche Pulvar et pour moi la fin d'une partie de ma vie professionnelle. Une nouvelle responsabilité rend en effet impossible, selon moi, la poursuite de ce beau métier de journaliste. Ça a été un honneur de l'exercer pendant 25 années à votre service, au service du public. Merci à ceux d'entre vous qui m'ont offert leur soutien, leur confiance pendant si longtemps. Merci à toutes les équipes, à tous les patrons et patronnes un peu plus rares de chaînes de télévision, de radio, plus brièvement en presse écrite, dans une quinzaine de rédactions, à tous ceux avec lesquels j'ai cheminé et appris. Pas de remords, quelques regrets évidemment, beaucoup de grands souvenirs. Merci à mes collègues d'ITélé qui ont choisi de partir en décembre dernier après 2 mois d'un douloureux conflit. Je fais moi aussi le choix de changer de vie aujourd'hui pour des raisons très différentes. Avoir le choix, c'est une chance dans un pays où 6 millions de personnes voudraient simplement pouvoir travailler. Avoir le choix, c'est une chance dans un pays qui compte des millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Je m'en suis rendu compte chaque jour de ces 25 dernières années et c'est parce que je sais à quel point cette possibilité de choix est plus qu'une chance, c'est un privilège que je saisis cette possibilité aujourd'hui. À bientôt et merci. Vous entendez réagir toutes les deux pour débarras? Moi, je pense qu'elle va s'engager en politique. J'en suis presque allée à 90%. Je pense que Macron va lui offrir un très joli poste. Ou, en tout cas, si c'est pas au gouvernement. On parle d'une responsabilité dans une rédaction, mais pas voilà. Pour l'instant. Une rédaction. Mais non, ça voudrait. Elle changerait pas tellement de carrière. Elle resterait dans le journalisme dans ce cas-là. Elle changerait juste de métier dans le journalisme, mais. Ouais. Yasser, bon débarras? Je sais pas, pour moi c'est un événement, mais bon, il faut vraiment que je commente. Bah ouais, je sais pas, non, Audrey Pulvar, c'est pas une journaliste qui t'a marqué, visiblement? Bah c'est une sioniste. Non, c'est ça qui nous marque chez elle. Non, moi ce qui m'a marqué, c'est quand on avait commencé, j'étais plein d'espoir, voilà, je dis bon, bah je me disais, voilà, un peu de diversité, etc. Mais en fait, elle a mangé dans la soupe, elle est tombée dedans, donc ouais, vas-y. Très bien, donc on passe à autre chose alors. À plus. Et on passe d'ailleurs justement à Emmanuel Macron, qui est donc été hier à Paris, à l'occasion des commémorations de la Ralph du Veldiv, 70e anniversaire. Emmanuel Macron a déclaré Vichy, c'était bien la France. Il est si commode de voir en Vichy une monstruosité née de rien et retournée à rien. De croire que ces agents sortis de nulle part reçurent à la libération le juste châtiment qui les élimina de la communauté nationale. C'est commode, oui. Mais c'est faux. Vichy, c'était bien la France, selon Emmanuel Macron, Yasser Louati. Oui, Vichy, c'était bien la France. Mais après, bon, faut pas faire croire que la France, à la libération, a purgé les collabos et les a envoyés en prison, au purgatoire. J'en sais rien. Non, c'est que des gens comme Maurice Papon sont restés hauts fonctionnaires et ont continué de mener leur carrière. La police nationale est née sous la collaboration et on n'a pas vu une purge des agents qui ont mis, enfin, une purge des hauts fonctionnaires qui ont géré la police nationale sous la collaboration et qui ont continué à avoir leur carrière. Donc c'est bien de faire dans la surenchère émotive et comme disait Nadia, avec le timbre de voix de Manuel Valls. Ouais, bon, continuer à te coucher devant Netanyahou, c'est pas pour autant que la France en ressortira grandi. Nadia, tu partages? Oui, bah oui. Ouais. Mais le problème, c'est quand on est avec Yasser, c'est difficile de nuancer ce qu'il dit parce que je suis très souvent d'accord avec lui. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais être original, je pourrais dire quoi. Oui, c'est bien la France, en tout cas, c'est pas on a, nous en tout cas, aucune responsabilité dans tout ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on nous impute à nous, enfants d'immigrés, un antisémitisme. On a même parlé à un moment donné d'antisémitisme musulman, alors que l'antisémitisme, historiquement, il est bien blanc. Ben Soussan avait dit d'ailleurs un antisémitisme nourri au biberon.
Oui, dans ce cas-là, on peut parler de l'islamophobie des bons sionistes et même de certaines personnes de confession juive. Donc le racisme, il est universel et il n'a aucune frontière. On peut pas continuer comme ça à dire telle communauté est plus encline à avoir du racisme en elle. Non. Par contre, ce que je tiens à rappeler, c'est que la rafle du Veldiv a été organisée par l'État français, que les musulmans n'ont aucune responsabilité. Il faut quand même nuancer ça avec le roi Mohamed V qui lui a refusé d'abandonner ses sujets juifs lorsque Hitler a envoyé des émissaires. Je rappelle aussi que pendant qu'on raflait les juifs dans Paris, la mosquée de Paris donnait des faux papiers aux juifs pour pas qu'ils soient déportés. Ouais. Donc, en fait, cette campagne de marketing sur le soi-disant nouvel antisémitisme qui serait porté par des juifs, ce n'est que la campagne, elle ne fait partie que de la campagne qui tend à mettre sur un pied d'égalité antisionisme et antisémitisme. Et encore une fois, les musulmans n'ont aucun complexe à avoir sur la question de l'antisémitisme puisqu'ils n'ont pas participé, au contraire. Pendant que la France collaborait, les guerriers indigènes libéraient la France, et libéraient la Corse, et à tel point que les soldats nazis avaient peur des soldats indigènes. Donc il y a un moment, il y a plus une fierté à dire, nous n'avons pas commis ce crime, au contraire, ceux qui nous ressemblaient se sont soit battus en France, soit au pays d'origine, ont refusé de collaborer. Puis voilà, puis je pense que concomitamment aussi aux rafles qu'il y a eu en France, il y a eu les mêmes en Algérie. Bon là c'était des musulmans qu'on raflait et qu'on balançait aussi dans des camps de concentration. Parce qu'il y avait des camps de concentration en Algérie. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc finalement l'histoire des juifs, de nos cousins, de ce qu'ils ont vécu en France, même mes ancêtres en Algérie ont vécu exactement la même chose. Donc pour ma part en tout cas, et pour mes parents, pour ma famille, pour mes ancêtres, aucune responsabilité dans ce que Macron dénonce, mais une solidarité clairement avec nos cousins juifs. Alors il y a eu cette petite déclaration d'ailleurs que je vous demande de commenter, celle de Alain Grèche qui dit: le Veldiv est une affaire franco-française et ne concerne en rien Israël. Exactement. Oui, complètement. Exactement. Non mais la venue de Netanyahou est extrêmement dangereuse. Ouais. Pourquoi? Au-delà d'inviter un criminel de guerre, c'est quoi l'idée que les Juifs seraient étrangers et que par nature il faut inviter un chef d'État étranger pour la rafle du Veldiv? Mais c'est complètement insensé. Ce qu'a fait Emmanuel Macron est pas une bourde, pas une erreur, c'est une faute morale et historique. C'est-à-dire, en fait, en gros, les Juifs ne sont pas français. Donc, dans ce cas-là, on va leur inviter Netanyahou pour avoir bonne conscience. Que vient faire Netanyahou, chef d'État d'un pays étranger et colonisateur, avec les Juifs? Et en plus, quand il fait l'équation antisémitisme égale antisionisme, ça veut dire quoi? Que derrière chaque frère juif, il y a un sioniste qui soutient Israël? C'est ça qu'il est en train de dire? C'est pour ça que, sincèrement, Emmanuel Macron est soit stupide, soit il est dangereux et malade. L'invitation de Netanyahou était vraiment pas la bienvenue. Surtout pour en plus dire et tenir les propos qu'il a tenus. Ceux qui se sont fait massacrer parce qu'ils étaient juifs et parce que l'État français était profondément antisémite. Israël, dans l'équation, n'a rien à voir. Ouais. Alors, pour finir ce zapping, on en reparlera d'ailleurs dans quelques minutes, justement, de ce discours et de cette référence, finalement, qui ressemble étrangement à une phrase employée lors d'un dîner du CRIF en 2014 par Manuel Valls. On termine ce zapping, donc, par cette conférence des territoires, qui s'est ouverte ce matin. À Paris, elle se déroule au Sénat sur fond d'inquiétude des élus locaux suite à la confirmation de la suppression de la taxe d'habitation. Le rendez-vous semestriel avait été annoncé par le président pendant sa campagne. Il se veut une instance de dialogue entre l'exécutif et les collectivités locales, régions, départements, communes ou encore métropoles. La conférence doit déboucher sur un pacte définissant les objectifs en matière de maîtrise et de réduction des dépenses. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert les débats en milieu de matinée. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Plutôt que de parler directement et spontanément de baisse des dotations, nous devons essayer, et c'est un exercice délicat, de trouver un mécanisme assurant la baisse de la dépense publique, la baisse de l'endettement public, plus intelligemment que par l'imposition brutale d'une baisse des dotations. Mais entendons-nous bien, trouver un mécanisme de pilotage des dépenses publiques, y compris des dépenses publiques locales, plus intelligent que simplement une baisse des dotations, ne veut pas dire qu'on pourrait contourner l'objectif de baisse des dépenses. Il faudra que nous discutions en confiance, en transparence, pour mettre en place ces mécanismes qui nous permettront d'arriver à un objectif qui, lui, ne sera pas discutable. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera dur et aucun doute sur le fait que ce sera long, mais le système qui prévaut aujourd'hui et qui garantit à certains égards l'action des collectivités territoriales n'est pas un bon système. Est-ce que vous comprenez tous les deux l'inquiétude des élus locaux suite donc à cette annonce de la suppression
entre autres, de la taxe d'habitation. Oui et non. Alors pourquoi oui, pourquoi non? Alors, c'est la bonne nouvelle de supprimer la taxe d'habitation, mais dans ce cas-là, ça sera remplacé par quoi? Donc en gros, on met les collectivités locales face à des besoins qu'elles ne pourront pas assumer. C'est ça le problème. Et encore une fois, on est dans la lignée directe des politiques néolibérales. En gros, on veut moins d'État, mais en fait, c'est plus, on veut moins d'État social et plus d'État policier et plus de coupes budgétaires en faveur des plus riches. Donc là, les perdants, encore une fois, c'est qui? Ouais. Et Nadia, est-ce que tu as suivi justement ce petit échange assez houleux entre le général de l'armée et Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a indiqué qu'ils allaient enlever quelques millions d'euros au budget militaire. Sur ce, évidemment, le général est très énervé, très mécontent, il l'a fait savoir. Et Macron rappelle dans un discours, c'est moi le chef, celui qui discute les ordres, il peut être remplacé. En fait, c'est en substance ce qu'il lui a dit. Donc, les deux hommes doivent se voir d'ailleurs en fin de semaine à l'Élysée. Voilà, Monsieur Emmanuel Macron est en train de nous offrir un hyper président là pour le coup, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que disait. Finalement, on a la réponse à la question d'Yasser. Hein. Est-ce que c'est un homme irresponsable ou véritablement dangereux? C'est un homme dangereux, peut-être même les deux, mais clairement dangereux. Comment on peut justement rappeler à l'autre qu'on est au sommet de la hiérarchie et qu'il vaut mieux se taire et que le dialogue n'est pas possible? C'est ça le message qu'il envoie en fait. C'est rester à vos places, autrement vous allez être limogés. Enfin, c'est pas. Il a quelques mois de son investiture, hein. Enfin, mais c'est pas très loin. Hein. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il accumule beaucoup des déclarations provocatrices et haineuses et racistes et sexistes, plus une pression et de l'intimidation envers le corps militaire. Enfin, ça sent pas très bon quand même. Hein. Bon, alors très bien, voilà, c'était pour le zapping sur France Maghreb 2. On va passer maintenant et ouvrir ce dossier te concernant, Yasser Louati. Tu es parti donc à Los Angeles pendant 6 jours. Alors comment tout a commencé? J'aimerais bien que tu nous expliques, que tu expliques aux auditeurs, à Nadia et à moi-même, comment tout a commencé. Je crois que c'est une idée à la base que tu as eue. En fait, j'aime pas trop cette espèce d'idée que j'ai eue. Je pense que les idées étaient déjà là. En début 2016, j'avais rédigé un papier qui s'appelait de l'urgence d'avoir une coordination transatlantique contre l'islamophobie, où en fait j'appelais à ce que tous les acteurs qui font face à l'islamophobie dans différents pays développent de leur côté une convergence sur la question internationale. Ça veut dire en gros lorsque les événements internationaux prennent place, ou plutôt ont lieu, qu'on puisse agir de concert ensemble pour avoir un discours commun et peser de tout notre poids pour que les directives soient données en faveur de la lutte contre l'islamophobie. Le temps a coulé. Bon, l'écho s'est fait. Enfin, il y a eu un retour positif en Grande-Bretagne et avec les militants du réseau Students Not Suspect qui sont en lutte contre les politiques sécuritaires de l'État du gouvernement britannique. Plusieurs conférences, plusieurs colloques, plusieurs campagnes communes, plusieurs publications communes et la suite logique c'était qu'il fallait étendre ça aux États-Unis. Donc il y a eu un bon retour de quelques chercheurs américains. A été pas mal relayé. Veut dire, les gens se rendaient compte que la France était précurseur sur la question d'islamophobie. On sait très bien que les arguments développés en France sont ensuite exploités par la Grande-Bretagne et les États-Unis, même en Australie. J'ai un ami qui m'a appelé me disant Yasser, voilà ce que dit la ministre. Et en gros, c'était il faut neutraliser l'espace public pour respecter la séparation de la religion et de l'État. Donc c'est à peu près la nouvelle définition de la laïcité. Et donc tout cela s'est fait, je crois, en 1 an et demi. Et puis il y a 1 mois et demi, Anadi, avec qui je milite régulièrement, m'a appelé en disant Yasser, voilà, je pense que le moment est venu pour qu'on puisse aller directement sur Los Angeles parce qu'elle avait tissé des liens elle aussi avec Black Lives Matter et d'autres organisations. Donc un premier contact s'est fait, puis un premier appel de groupe et puis ensuite tout s'est organisé sur à peu près une semaine et demie. Et donc on est parti dans ce cas-là d'une tribune publiée comme ça, comme une bouteille à la mer, à un voyage organisé à plusieurs voyages au Royaume-Uni, puis un voyage maintenant à Los Angeles pour aller voir directement les militants sur place. Alors donc tu as un peu répondu, mais comment s'est préparé ce voyage? Est-ce qu'il a été dur de convaincre aussi certains militants d'y participer, de rejoindre cette idée, et surtout quels sont les objectifs à court et moyen terme de ce déplacement, de cette délégation? Alors l'organisation en fait n'était pas très compliquée, c'était juste qu'il fallait donner une cohérence
à des idées qui étaient à peu près, qu'on partageait, mais qu'il fallait articuler de manière voilà construite. Donc ça s'est fait en amont entre moi-même, Anadi, Amalia Boitia et Margary Hill qui est basé à Los Angeles. Ouais. Et donc on a fait un mapping des différentes personnes qu'on connaît, des différentes organisations avec lesquelles on a travaillé, et sur la conférence phare qui aurait lieu en fait le dernier jour. Et donc moi j'ai buté face au manque de moyens, pour être honnête, voilà, j'ai sacrifié ma carrière, voilà, pour faire ce que j'aime faire aujourd'hui. Et donc un voyage à Los Angeles, c'est pas gratuit, donc faut payer l'avion, l'hôtel, l'hébergement, la nourriture, les transports, etc. Ouais. Et puis non, j'ai eu tort, donc un sponsor un soutien s'est manifesté en disant Yasser, c'est une super idée. Je peux financer ton voyage, c'est vraiment une piste à exploiter. Donc j'ai pu en 2-3 jours c'est bon, c'était plié pour moi. J'avais pu sécuriser les fonds et partir. Et sur place, d'abord il fallait faire connaissance. Ouais. La convergence ne se décrète jamais, c'est des rapports humains qui doivent s'établir. Donc il y a eu une entente directe, le courant est très bien passé avec les militantes et les militants sur place. Donc on a eu par exemple affaire à encore une fois Margary Hill qui gère l'association ou qui dirige l'association Muslim Arc, qui fait de l'éducation populaire et de la recherche sur l'intersection entre islamophobie et négrophobie. Elle développe aussi le concept de Black Atlantic, l'Atlantique noir, qui avait été théorisé, je ne sais plus par quel chercheur, qui disait en fait que le lien naturel entre les Noirs d'Europe, d'Afrique et d'Amérique passait forcément par l'islam. C'était en fait le socle commun aux Noirs des 3 continents. Donc c'est la théorie sur laquelle elle travaille. D'autres organisations bien sûr. Donc il y a eu CARE, qui est la plus grosse organe de défense des citoyens de confession musulmane, qui est assez connue maintenant pour son combat contre Trump et surtout dans les réactions de violence contre les musulmans après chaque attentat. On a eu un passage qui m'a beaucoup touché, c'est celui à South Central, quartier très connu dans les années 80-90 pour l'épidémie de crack et de violence, et bien sûr le soulèvement de Los Angeles en 92 après le passage à tabac de Rodney King et l'acquittement des policiers blancs. Quel heureux hasard. Et donc tout ce petit monde en fait s'est rencontré dans différentes réunions. Donc il y a eu des réunions à huis clos, voilà, informelles, des conférences qui ont été organisées. On a eu un forum commun justement à South Central qui était justement facilité par Patrice Cullors, qui dirige qui est une des cofondatrices de Black Lives Matter. Et là, ce qui va en ressortir, c'est vraiment qu'on puisse tenir un discours commun contre le racisme d'État, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, lancer des initiatives communes contre ce racisme et aussi bien sûr contre les violences policières. On sait qu'on dénonce ça en France et en Grande-Bretagne, mais les proportions aux États-Unis, elles sont au-delà de l'entendement. C'est vraiment des choses qui sont inimaginables, le degré de violence de la police sur place. Et bien sûr, des publications régulières sur des problématiques communes. Ça veut dire lorsqu'il y a une loi qui est passée, lorsqu'une mesure est passée comme le Muslim Ban, comme une loi qui peut être passée contre les citoyens de confession musulmane, qu'on ait une position commune. Et le fin du fin, c'est d'avoir des délégations communes lors des colloques internationaux. Ce que je théorise et ce que je conceptualise là ici, ce n'est pas nouveau, c'est juste de donner une dimension, qu'on ait une politique étrangère indépendante de celle de l'État. Ça veut dire, si l'État a le monopole absolu ici en France et qui refuse de parler aux premiers concernés, alors dans ce cas-là, il faut contourner l'État et développer notre propre diplomatie, comme ça s'est fait à l'époque des luttes décoloniales. Que cette solidarité internationale s'exprime entre quartiers populaires de France, de Grande-Bretagne et d'Amérique du Nord, qu'il y ait des équipes qui soient lancées lors des grands colloques internationaux, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'OSCE, que ce soit au Parlement européen ou à la Commission européenne, que nous puissions dire nous, de manière transnationale, et de donner une visibilité internationale à nos luttes locales et ainsi les renforcer à domicile. La condition, bien sûr, c'est qu'on ait des organisations à domicile qui soient capables de récupérer tout ce travail international qui est fait et qui est généralement pas très visible. Est-ce que tu as été ou est-ce que tu es soutenu ici par les différentes associations, les militants concernant cette action? Honnêtement, non. Ouais.
Tu l'expliques comment ça, Yasser? J'en ai aucune idée puisque j'ai pas eu de contact. J'ai eu quelques encouragements ici et là, mais c'était plus des amis que des militants qui partagent les causes sur lesquelles nous battons en commun. Je fais de procès à personne. Hein. Ouais. Veux dire, enfin voilà, il y a eu les réalités de l'activisme font que il y a des comportements qui sont dignes de la base politique politicienne qu'on voit à la télévision. Mais encore une fois, j'ai pas attendu qu'on me soutienne pour le faire. Ouais, bien sûr. Donc qu'on m'ait soutenu ou pas, je l'ai fait et je continuerai à le faire. Maintenant, j'invite toute personne qui veut aller de l'avant et qui veut vraiment marquer des points à rejoindre cette initiative et à la renforcer. J'avais dit il y a quelques semaines ici sur cette même antenne qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a que des leçons et des victoires à venir. Maintenant, le terrain international a été monopolisé par telle ou telle organisation, tel ou tel militant, mais le jour où j'y ai mis les pieds, j'ai vu le degré de la supercherie. C'est que absolument rien de concret n'a été fait. Au contraire, c'est que ce domaine international n'a servi que de vitrine pour encore une fois racketter les généreux donateurs en leur disant on fait le travail. Le travail malheureusement n'est pas fait. On voit que la situation s'empire. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on voit des changements négatifs et qu'on subit tous les jours de manière personnelle. Donc maintenant voilà, on a le choix. On peut continuer à faire je sais pas quoi, à militer pour briller, ou on peut militer pour avoir des résultats tangibles. Sur quels moyens, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre, Yasser, suivre cette action, cette délégation, ce qui a débouché de ce voyage aux États-Unis, donc à Los Angeles, les actions proposées, c'est quoi? C'est un mouvement? Pour l'instant, c'est une coordination qui est informelle. Pour l'instant, c'est informel. C'est vraiment qu'on puisse connecter les ponts entre les différentes orgas. On a eu je pense que Est-ce qu'il y a des similitudes d'ailleurs entre l'Angleterre, les États-Unis, la France, qu'il y a des problématiques qui reviennent, qui sont les mêmes finalement? Oui, les problématiques type, c'est l'islamophobie, c'est la lutte contre la soi-disant radicalisation. Ouais. On a Stop Djihadisme en France et l'état d'urgence. On a Prevent en Grande-Bretagne, et on a le CVE qui est le Countering Violent Extremism, contrer l'extrémisme violent. Mais cet extrémisme n'est nommé comme tel que lorsqu'il est basané et soi-disant musulman. Donc par exemple, l'extrême droite n'est jamais attaquée par les gouvernements respectifs. On voit par exemple qu'en France, on a les moyens de vouloir démolir toute initiative des populations racisées, mais qu'absolument rien n'a été dit lorsque la fachosphère et la génération identitaire ont pu se cotiser pour affréter un bateau, pas une fourgonnette. Ils ont affrété un bateau pour saborder les opérations de sauvetage des migrants en Méditerranée. Absolument rien n'a été fait par l'État français. En Grande-Bretagne, pareil. L'extrême droite se porte à merveille. Pourtant, Prevent est censé lutter contre toute forme d'extrémisme. Ne parlons même pas des États-Unis. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le problème de la surveillance de masse. On sait qu'en France, on a passé la loi surveillance et grâce à l'état d'urgence, l'état policier est une réalité. Mais c'est pareil en Grande-Bretagne et c'est pareil aux États-Unis. Donc vraiment, ce qui change, ce n'est pas vraiment la nature des problématiques, mais leur échelle. À quelle échelle? Aux États-Unis, tout est surdimensionné. Et c'est là en fait qu'on peut apprendre des initiatives américaines, parce que sur certaines choses, elles sont en avance. Par contre, les luttes que nous menons en France, on est en avance sur le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, parce que la France est toujours précurseur des nouvelles modalités d'expression de l'islamophobie légale. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres de prévues? Je pense que oui. Que oui. On table sur une rencontre en octobre. Je ne communiquerai pas dessus pour pas justement. Il y aura des initiatives qui seront lancées. Ça commencera toujours par des tribunes communes sur différents médias. Mais oui, je table sur un projet pour le mois d'octobre. Très bien. Et quel est le nom de cette coordination? Est-ce qu'elle a un nom? Non, pour l'instant, elle n'a pas de nom. Il y a que l'association que j'ai lancée qui s'appelle le Comité Justice et Liberté pour tous, et Liberté au pluriel. Un petit mot d'ailleurs là-dessus. T'as pas encore communiqué publiquement là-dessus? En fait, j'ai pas encore lancé de grandes opérations de communication, parce que elle vient d'être lancée et que tous les moyens n'ont pas encore été sécurisés pour qu'elle puisse faire face aux demandes. Donc je ne vais pas te poser la question, quel sera son objectif? Ah non, ça parce que je vais y répondre. C'est la lutte contre le racisme et les violences de l'État. Et ça sera une organisation qui travaillera de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne voudra pas avoir le monopole sur telle ou telle question, mais d'agir quand elle le peut et de faciliter l'action là où on pourra en être capable. Ça veut dire tous les moyens que l'association acquiert, que ce soit des compétences, que ce soit des tribunes ou voire même des moyens financiers, doivent être partagés
pour que d'autres organisations qui sont isolées, qui n'ont pas accès à cette visibilité, à ces moyens-là, puissent en tirer profit et agir localement. Et bien entendu, je mets une grosse pression pour qu'on relance la bonne vieille tradition d'éducation populaire pour que les gens comprennent le monde qui les entoure et puissent agir par eux-mêmes. Nadia, une petite question. Yasser Louati, au vu de ce qui a été proposé, dit, il a 1 minute pour y répondre. Oui, non, je voulais savoir. Il a répondu. Il a été plutôt exhaustif. Je voulais revenir sur son association-là. J'imagine que tu envisages de travailler en partenariat avec d'autres associations. Exactement, c'est le but. Oui. C'est un comité et c'est pour que chacun puisse s'y greffer à court, moyen, long terme. Tu sais avec qui tu dois travailler, comme tu sais d'ailleurs avec qui tu ne travailleras pas. Je pense qu'à mes dépens, je sais avec qui je vais pas travailler. Très bien. Bon, en tout cas, à suivre de très près, mais est-ce qu'il y a moyen quand même sur les réseaux sociaux de suivre peut-être les activités de cette délégation? Alors, pour l'instant, c'est les pages respectives. Coordination, pardon. Les pages respectives, enfin la mienne, Yasser Louati sur Facebook et Twitter. Ouais. On a celle de Malia Bouatia sur Facebook et Twitter. Qu'on avait reçu ici d'ailleurs. Qu'on avait reçu ici et qui devait intervenir, malheureusement, elle est retenue pour une conférence. Ouais. Personne n'est en vacances chez nous, malheureusement. Ouais. Et bien sûr, Anna D, donc Anna HANAHDEE, qui sont, et bien sûr, Margari Aziza ou Margari Hill, toujours sur Facebook et Twitter. Et de toute façon, régulièrement ici, puisque Yasser Louati fait partie intégralement de la team LGF, donc nous tiendra au courant des toutes dernières infos de cette coordination. Écoute, super, donc visiblement ce fut un voyage fort, non seulement en émotion, en rencontre et en perspective. C'est très bien ainsi. Et voilà, il y en a qui bossent, vous voyez. Il y a des militants, ça bosse, ça fait pas de bruit mais ça bosse. Allez, dans un instant, avec Nadia, elle a un coup de gueule. Un avis plus que tranché sur un discours prononcé hier par Emmanuel Macron, et on y revient justement et on se posera la question ensemble. Est-ce que le discours prononcé par Emmanuel Macron nourrit-il l'antisémitisme? Vous pourrez y répondre aussi avec nous au 01 40 33 9000 ou au 06 18 21 56 41. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h30. C'est l'LGF avec aujourd'hui Nadia Lazouni et Yasser Louati. Nadia qui va revenir sur le discours, et ça tombe bien. On a aussi choisi d'en parler de ce discours prononcé hier lors des commémorations de la Ralph du Veldiv, dont c'était le 75e anniversaire, alors, peut-être avant de retrouver ton avis tranché, Nadia, avant d'en parler avec les auditeurs et Yasser Louati, il est peut-être bon d'écouter un extrait, plus précisément de ce discours. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, contre le terrorisme obscur et le pire des fanatismes, contre tous ceux qui voudraient nous faire oublier ce que je viens de rappeler. Alors oui, nous ne céderons rien aux messages de haine. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Et nous ne céderons rien à toutes celles et ceux qui, sur tous les continents, cherchent à nous faire renoncer à la liberté, cherchent à recréer les divisions, cherchent à nous faire renoncer à cette humanité, notre démocratie, notre République. Voilà, un extrait donc du discours prononcé hier matin devant Benyamin Netanyahou, qu'il a appelé d'ailleurs Bibi, hein. On sent que les deux hommes, visiblement, ont une certaine proximité. D'ailleurs, avant de retrouver ton avis tranché, Nadia, vous avez vu les déclarations d'Emmanuel Macron qui pense avoir fait changer d'avis Donald Trump sur les accords de Paris. Il pense avoir été convaincant. Et d'ici quelques mois, il pense que Donald Trump va revenir donc sur ces accords de Paris, finalement. Bon, et c'est vrai qu'il a joué visiblement la proximité aux côtés de Donald Trump pendant ces 2 jours. Il a dit que Donald Trump est reparti avec une meilleure image de la France lorsqu'il est arrivé. Voilà. Alors. Mais tu me l'as enlevé de la bouche. C'était ça Franchement, j'aimerais aussi commenter la venue de Trump rapidement. C'est plutôt, je sais pas si t'as vu Yasser, j'ai juste halluciné là. Pendant la parade du 14 juillet, ils ont fait un medley Daft Punk. Alors pourtant moi je suis fan de Daft Punk, hein. C'est vraiment une musique que j'écoute, mais je l'ai trouvée pitoyable. Et vraiment j'ai repensé à tous les prédécesseurs de Macron, de voir l'armée française jouer du son de Daft Punk devant le président américain. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Je vous pose vraiment la question. Est-ce que ça n'a choqué que moi? Et pourtant je suis fan de Daft Punk, hein.
Pas fait attention. Bon, en même temps, j'ai pas regardé ça non Daft plus. Punk Avec non, mais c'est pas une beaucoup, boîte de nuit la France, c'est quoi ce délire? Non mais je sais pas. Enfin Bon, bref. allez, Nadia Lazouni, elle est en forme Ah, il et on va le m'énerve. voir tout de suite dans son avis tranché Ouais. jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadia Lazouni qui donc va commenter, détailler, et ce pourquoi d'ailleurs ce discours l'a énervé, celui de Emmanuel Macron prononcé hier matin. Ces discours au pluriel, hein. Manu, je ne parle pas à Valls, mais bien à toi, Macron. Allez, ne rougis pas, on peut se permettre ce genre de familiarité. Maintenant, tu t'exprimes sur l'Afrique comme le ferait n'importe quel beauf qui squatte les bars PMU. Le défi de l'Afrique est civilisationnel, et quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Quand j'y repense, Manu, comment t'as osé? Est-ce vraiment toi qui as écrit ce ramassis d'idées racistes et sexistes qu'un Éric Zemmour n'aurait point désavoué? Et si oui, avais-tu tous tes esprits? Ah non mais j'ai saisi. Comme moi avec mes chroniques sur Radio France Maghreb, tu écris tes discours 45 minutes avant de les déclamer devant la foule, du coup, t'as pas le temps de te faire relire. Sauf que moi, Manu, je ne suis pas chef d'État, vois-tu, et mes propos n'engagent que moi. Tandis que les tiens, ils engagent toute une nation, ils engagent la face de la France sur la scène internationale, alors arrête de nous coller la honte, s'il te plaît. Franchement, Manu, tu as été minable. Aussi minable que celui qui t'a répondu que, dans la civilisation africaine, un gamin ne couche pas avec sa grand-mère. Mais celle-là, tu l'as bien cherchée quand même. Manu, facilite-moi le travail, s'il te plaît. J'ai passé mon temps à raisonner celles et ceux qui s'en prenaient à Brigitte et à votre idylle. Sauf que c'est compliqué de raisonner des gens qui insultent la première dame de France de pédophile et le président de la République d'Oedipe quand toi-même tu insultes le peuple africain, peu après t'être moqué du peuple algérien en soufflant le chaud et le froid. Et à peine remise de ton discours sur l'Afrique, voilà que tu nous rebalances un nouveau missile. L'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Est-ce que c'est l'esprit du 14 juillet qui te pousse à lâcher de nouvelles bombes? Celle-là, j'en suis sûre que même le CRIF ne l'avait pas vu venir. Tu vois, Manu, ce petit surnom te va tellement bien. Comme Valls, tu vois de l'antisémitisme partout. Finalement, les Manu, l'antisémitisme, il est peut-être dans votre tête, hein. Si vous les obsèdez tant, c'est peut-être parce que vous êtes les véritables antisémites. Pourquoi vouloir à tout prix chasser mes cousins de la terre qui les a vus naître et les condamner à l'exil vers un pays en conflit qui ne leur offrira aucun avenir? Pensez-vous que leur identité n'est pas soluble dans une France qui ne reconnaîtrait que le blanc de souche? C'est quoi la prochaine étape, Manu? Allez, donne-nous un indice. Le voile des femmes musulmanes, à l'instar de ton alter ego, est-ce que pour toi aussi, le voile qui interdit aux femmes d'être celles qu'elles sont, doit rester aussi pour la République un combat essentiel? Les mecs, si c'est le fait de s'appeler Manu qui vous amène à balancer de telles inepties, on arrête tout et on file à l'état civil changer votre prénom. Prends garde, Manu, à ne plus fâcher l'africaine, la sémite et la musulmane que je suis. Si Jésus est mon prophète et un modèle, je ne saurais pas tendre le joug si tu continues à me porter un coup. Vois-tu, je suis plutôt de nature à esquiver ta main, à te faire une clé de bras et enfin une balayette. Manu. Au nom des jeunes diplômés français qui galéreront des années avant de trouver un emploi, taisez-vous. Au nom de près de 3,5 millions de chômeurs français qui pointent tous les mois au Pôle emploi, taisez-vous. Au nom des 4 millions de Français qui vivent dans des logements insalubres, taisez-vous. Au nom des 12 millions de Français handicapés qui vivent en marge de la société, taisez-vous. Au nom des habitants qui pourrissent dans des cités dortoirs, taisez-vous. Au nom des 500 SDF français morts dans les rues en 2016, taisez-vous. Au nom des Françaises qui meurent tous les 3 jours sous les coups de leurs compagnons, taisez-vous. Au nom des familles des victimes de violences policières, taisez-vous. Au nom de la bienséance, fermez-la à tout jamais. Nadia Lazouni, Yasser, petite réaction là sur l'avis très tranché de Nadia Lazouni? Il est hyper aiguisé là, c'est plus un avis tranché là, c'est une lame de rasoir. Ouais. Ça Pourquoi va, autant de colère, Nadia? Pourquoi autant de colère? Non mais ça suffit. Et encore je suis sympa. Et encore j'essaie de mettre de la dérision dans ce que je dis, mais je pense qu'il y en a marre de se faire insulter. C'est ce que je dis. Quand il parle de l'Afrique, il convoque mon côté africain, donc forcément je me sens insultée. Quand il parle finalement de ce que les Juifs ont subi aussi, il s'en prend à la sémite. On sent bien qu'il instrumentalise aussi toute la Shoah. Il essaie de dédouaner, peut-être de déresponsabiliser la France, même si dans son discours il laisse entendre que la France a cette responsabilité.
l'humanité. Non, le problème juif, on essaie de le chasser de la France et qu'il retourne dans des terres très lointaines et voilà. Et puis voilà, il a aussi insulté l'Algérienne que je suis. Quand il a eu ce discours où il dit que ils ont apporté la civilisation et puis que dans le même temps il dit que c'est un crime contre l'humanité et voilà, donc à chaque fois je me dis c'est quoi la prochaine étape. Donc oui, il y a un petit coup de ras-le-bol et puis je me dis il met pas des gants quoi quand il s'adresse à nous le petit Macron, donc je vois pas pourquoi j'en ferais de même, pas de même plutôt. Voilà. Bon, alors on va maintenant ouvrir justement ce chapitre qui va justement faisant suite à ton avis tranché, à cette petite phrase qui a évidemment choqué un certain nombre de personnes. Et on peut le comprendre. Par contre, je peux te dire qu'ils ont autant il a choqué, mais il a ravi aussi pas mal de gens. Sur Twitter, on a pu le voir, de Aziza et compagnie qui ont salué un discours historique prononcé par Macron hier. Cette petite phrase, la voici. Au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. L'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme, ce qui rappelle étrangement, Nadia Yasser, une phrase prononcée par Manuel Valls lors du dîner du CRIF en 2014, qui avait dit que l'antisionisme était de l'antisémitisme, quoi, en clair, pour faire simple. Voilà, donc ça serait, il a un peu nuancé, mais c'est globalement à peu près, en tout cas ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron hier. Il l'a pas dit n'importe où, il l'a pas dit devant n'importe qui, il l'a dit donc effectivement devant tous ceux qui étaient présents hier, donc pour commémorer la rafle du Veldiv, dénoncer la responsabilité de la France, de l'État français de l'époque, en 42, de ces 13 000 juifs que la France a envoyés vers les camps de la mort. Et beaucoup, et nous les premiers d'ailleurs, ne comprennent pas pourquoi Benjamin Netanyahou était invité, sachant, et c'est très juste d'ailleurs ce que dit Alain Grèche, que ce problème franco-français ne concerne en rien Israël, qui n'existait pas d'ailleurs en 42. Donc je ne vois pas ce que faisait le Premier ministre israélien pour cette cérémonie, à croire que finalement certains font de la souffrance du peuple juif qu'il est incontestable et que personne n'a nié et ne niera ici, mais que certains en font un business, et ça c'est à vomir, pardon de le dire. Oui, bien sûr, et puis c'est surtout c'est prendre en otage aussi toutes ces voix juives qui s'élèvent contre le sionisme. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et donc on les emprisonne, alors donc elles seraient aussi elles-mêmes antisémites. C'est quand même dingue Ouais. Alors, Yasser parlait d'un discours dangereux tout à l'heure, prononcé par Emmanuel Macron. En quoi ce discours est dangereux, Yasser? Mais ça prépare le terrorisme intellectuel qui va s'abattre sur tous ceux qui vont critiquer Israël et sa politique, tous ceux qui seront dans les mouvements BDS de près ou de loin, tous ceux qui se dresseront contre la politique israélienne. Et dans ce cas-là, au nom de la lutte contre l'antisionisme, qui maintenant pour Macron veut dire antisémitisme, on ouvrira les tribunaux à tous les militants, et ça sera véritablement une police de la pensée qui va s'instaurer. Et tout ça, encore une fois, au nom d'une surenchère pro-sioniste pour dédonner la France des crimes qu'elle a commis envers les Juifs. Est-ce que ces paroles prononcées par Emmanuel Macron visent à interdire toute critique d'Israël? Elle vise surtout à blanchir la France, donc de sa responsabilité. Et une fois de plus, il sait très bien que dans des mouvements antisionistes et BDS, etc., il y a beaucoup de jeunes issus de cette immigration, comme il l'appelle si bien. Donc c'est une fois de plus leur porter la responsabilité de l'antisémitisme en France. Je trouve ça c'est très lâche en fait. Mais attention, je reviens là-dessus. Ouais. Christophe, il faut pas oublier que cette campagne, elle est organisée aussi bien en France qu'ailleurs en Europe. Le Parlement européen a aussi adopté une nouvelle définition de l'antisémitisme qui inclut la critique d'Israël. Et tout cela est parfaitement coordonné. Donc c'est pas anodin qu'Emmanuel Macron se lève hier pour dire antisionisme égale antisémitisme. Cette campagne, elle date depuis au moins 15 ans facilement une quinzaine d'années si c'est pas plus, pour justement faire taire toute critique d'Israël. Ça a été en partie réussi en Grande-Bretagne lorsqu'une campagne violente a été lancée contre Malia Bouattia pendant qu'elle était présidente du syndicat étudiant NUS. Elle n'y est plus là. Non, maintenant, elle a quitté son mandat s'est terminé il y a 2 semaines. Ouais. Mais c'est maintenant ce qu'on va vouloir faire ici en France.
Donc j'espère qu'il y aura une résistance populaire et citoyenne contre ce nouveau terrorisme intellectuel au nom de la défense d'intérêts coloniaux israéliens. La question qu'on peut se poser et que certains journalistes aussi devraient se poser, et c'est là aussi que c'est quand même particulièrement comment dirais-je, frustrant de voir que certains journalistes ne posent pas des questions et s'interrogent pas sur le fait aujourd'hui que l'on va interdire finalement purement et simplement. Alors c'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis hier qu'il y a des tentatives d'interdiction de critiquer un État israélien, en l'occurrence Israël. Ça ne gêne en rien et personne lorsqu'on critique les pays arabes, les pays du Maghreb, les pays à travers le monde. Par contre, Israël, non, on ne touche pas. Est-ce que finalement tout ça, ça ne nourrit pas l'antisémitisme ? C'est exactement ça, c'est que ça va nourrir toutes les théories du complot nauséabondes qui pullulent dans la fachosphère et ailleurs. Maintenant, elles vont trouver de quoi conforter leurs arguments. Vous voyez, on peut critiquer tout le monde, sauf Israël, etc. C'est un complot mondial, etc. Et là, c'est pour ça Emmanuel Macron joue avec le feu, mais je pense qu'il est véritablement inconscient. C'est que là, il est en train de donner raison à tous les antisémites qui sont en train de critiquer un soi-disant complot juif international. Et le danger, il est là. Et encore une fois, je le répète pour la énième fois, les intérêts sionistes vont en contradiction avec les intérêts des communautés juives européennes et américaines, puisque la seule chose qui compte pour les sionistes, c'est les intérêts de domination de l'État d'Israël. Il faut pas oublier que Benjamin Netanyahou a été parmi les premiers, si c'est pas le premier, à féliciter Donald Trump lors de son élection. Ouais. Et que Trump a mené une campagne aussi bien islamophobe qu'antisémite. Et qu'après le passage de Trump à la Maison Blanche, et d'ailleurs il y a encore, malheureusement pour nous, l'antisémitisme aux États-Unis a explosé avec l'aval des organisations sionistes qui travaillent comme par hasard avec les organisations suprémacistes blanches. Tout cela pour les intérêts d'Israël et aux dépens des communautés juives. Alors pourquoi, Yasser aussi, Nadia, pourquoi les journalistes français ne font pas un communiqué dans ce sens en disant on a le droit, au travers de reportages, au travers de billets d'humeur, au travers d'informations que l'on peut donner, relayer, on n'a pas le droit de critiquer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais de facto, de quoi ? Mais de facto, excuse-moi, c'est toi, tu vas intervenir. Non. De facto, les journalistes français ne critiquent plus Israël. Ouais. Donc, on va dire maintenant, pour eux, c'est vraiment l'excuse qu'ils attendaient. Enfin, les seuls qui le font, oui, ils ont dû développer leurs propres médias. Enfin, tu vois, par exemple, comme Alain Grèche, il se permet la critique. Je ne parle pas des têtes brûlées qui ont été jusqu'au bout, jusqu'à monter leurs propres médias. Je parle des médias aussi bien dits mainstream entre guillemets que ceux qui sont subventionnés par l'État. Il y a 95% de la production médiatique en France est tenue par 7 ou 8 milliardaires, et qu'en plus, ce qui nous reste de médias soi-disant privés sont lourdement subventionnés par l'État, et ces subventions ne viennent pas sans condition, et qu'en plus on voit comment est-ce que les carrières sont gérées dans les rédactions, qu'on a des pontes qui sont là depuis des décennies, qui imposent des lignes éditoriales qui ne représentent que leurs intérêts particuliers. Moi, ça ne m'étonne pas que les journalistes, depuis plusieurs années, ne critiquent plus Israël. Sauf que maintenant, encore une fois, Macron leur a donné l'excuse qu'ils attendaient pour le justifier. Alors, la frontière quand même est mince aujourd'hui, parce qu'on tente à faire croire au peuple de France que de critiquer Israël, c'est d'être anti-juif. Quelle belle escroquerie. Ouais. Mais depuis quand est-ce que Israël est l'État des Juifs ? Ouais, c'est quoi voilà, oui, comme l'Arabie Saoudite se proclame le pays de l'islam. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent si bien. Donc encore une fois, il y a un hold-up qui a été fait sur la communauté juive, et encore une fois, faut le dénoncer. Combien d'amis juifs j'ai en France, il y a aux États-Unis, qui sont les premiers à dénoncer Israël. Et il y en a encore qui se sont manifestés à Los Angeles. Ils disent on n'est en rien représenté. Je parle pas des gars de mon âge. Ouais. Je parle des personnes qui ont 50, 60 ans et qui n'ont jamais adhéré à l'idée que Israël puisse les représenter. Et pourtant, en France, on se couche parce que la culpabilité vis-à-vis de la Shoah fait qu'on fait dans la surenchère en pensant se racheter. On se rachètera jamais, et ça, faut l'assumer. La France est coupable, ad vitam aeternam, point barre. Et ça ne va pas laver les crimes français que de soutenir un nouveau crime, cette fois-ci contre des Palestiniens et au nom d'un État colonial comme Israël. Oui, alors, que peut-on faire et comment doit-on faire, Yasser Louati, toi qui es un peu dans le militantisme, pour essayer de dénoncer cette supercherie et cette escroquerie qui, je le rappelle, vise à dire quand vous critiquez Israël, vous êtes anti-juif, donc antisémite. C'est absolument scandaleux. Comment peut-on faire ? Parce qu'il y a quand même des gens qui vont
certainement avoir des soucis, qui ont eu des soucis d'ailleurs, à tel point que quand tu commences à critiquer Israël, tu peux très vite te retrouver en garde à vue, ou tu peux très vite être victime. Te faire agresser par une milice terroriste juive à Paris, oui, comme Ouria Boutelja, Olivia Zemmour et Jacob Cohen. Ouais, d'accord. Combien de ces personnes ont été soutenues? Zéro. Voilà, mais encore une fois, c'est que on veut brûler les étapes. Les gens veulent des gens qui prennent des risques à leur place. Donc moi je veux bien. Il y en a que c'est pas tout le monde qui peut être militant, prendre la parole en public. Ok, d'accord. Mais que font ceux qui sont derrière et qui regardent? L'agression d'Ouria Boutelja. Qui c'est qui s'est levé? Et la vidéo a tourné sur les réseaux sociaux et les sionistes s'en sont vantés. Qui est parti à sa défense? Absolument personne. Donc maintenant, si une femme peut se faire agresser par des groupes sionistes et que tout le monde regarde et ensuite on dit on n'arrive pas à critiquer Israël, je suis désolé, ces gens-là sont organisés et se donnent les moyens de faire aboutir leur lutte. Donc on peut pas être un lâche et faire aboutir une lutte. C'est soit l'un soit l'autre. Soit on est lâche et on continue à assumer, soit à un moment on se dit ça suffit et on soutient ceux qui agissent. Et si on peut pas agir, dans ce cas-là on écrit. Si on peut pas écrire, on produit. Et si on peut rien faire de tout cela, on donne des moyens à ceux qui le font. Et c'est quand même pas normal que tous les journalistes qui traitent de ces questions-là avec courage manquent crucialement de moyens. Alors, tu ne crois pas, tu prêches ici un convaincu, Yasser, d'autant plus que j'ai eu à plusieurs reprises à sensibiliser les auditeurs, notamment lorsqu'il y a eu des sorties sur Europa dans l'émission de Morandini sur les musulmans, sur l'autre qui parlait d'antisémitisme que l'on nourrit dès le biberon des enfants des musulmans, à sensibiliser les auditeurs. Il y a un moyen très simple aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous entendez un propos que vous qualifiez de raciste, d'antisémite, d'islamophobe, etc. à la radio, à la télé, vous saisissez ce qu'on appelle le CSA. Au travers d'un truc très simple, vous allez sur leur site, un formulaire que vous remplissez, vous dites, voilà, j'ai entendu telle phrase qui m'a, moi, choqué, sensibilisé, je dénonce et j'appelle à des sanctions, etc., etc. Ça se passe très simplement et en 2 minutes, on va dire, sur le CSA. Christophe, je veux dire, soyons réalistes. Le CSA n'a aucune obligation d'agir s'il veut pas agir. Non, attends, peut dénoncer. Je te reprends, Yasser. Oui. Il a obligation d'agir si, par exemple, il y a 20 000, 30 000, 40 000 signataires. Aujourd'hui, lorsque je lançais cette campagne afin de dénoncer quelque chose de concret, il y a eu 2-3 exemples. Il y a eu 5-6 demandes. 5-6 réclamations. Par contre, lorsqu'il y a eu une séquence que tu as peut-être pas suivie parce que tu étais aux États-Unis, d'un sketch homophobe ou qualifié d'homophobe dans l'émission d'Hanouna, ça a été 25 000 réclamations en 24 heures déposées au CSA. Alors le problème, il est où? Il est chez nous ou pas? Il est chez nous, Yasser Loati. Parce qu'on n'a pas cette culture de l'engagement. Oui, il y a ça, et puis tant que les gens, pour eux, la réussite d'avoir le dernier iPhone ou le dernier T-Max, oui, voilà où on sera. Moi, je suis désolé, on peut pas déserter le ring et demander à gagner. Ouais, voilà. Tout se fait à base de lutte. Ce pays s'est construit sur les luttes. Et les gens veulent continuer à démissionner, se chercher une excuse ici et là. J'en ai même vu qui ont évoqué des textes religieux pour justifier tout et n'importe quoi. La passivité. Ouais. Mais par contre, le jour où je viendrai piocher dans sa poche, là, il y aura plus de passivité. C'est vrai, moi j'ai une pensée encore pour Ouria. On a parlé de son agression à l'époque. Là, je sais pas si vous avez suivi, toi t'étais peut-être pas trop là aussi, Yasser. Elle s'est fait, c'était de la persécution. Il y a plein de journalistes qui ont écrit des articles à charge contre Ouria. Ils ont, elle s'est fait insulter d'antisémite comme d'habitude, d'homophobe, etc. Ils ont été nombreux. Et au bout de peut-être 2 semaines, il y a eu un petit cordon de militants et de journalistes qui ont exprimé leur solidarité envers Ouria. Parmi cette liste, cette pétition qui a été signée justement en soutien, très peu, voire pas du tout de gens entre guillemets, issus de la diversité. D'abord, à l'exception... Allégé bémol, est-ce qu'elle les a sollicités? Non, mais même pas, tu peux très bien aussi de manière spontanée exprimer ta solidarité. Et Louisa Yousfi, par exemple, en même temps elle est du pire, elle a écrit un très bel article qui s'appelle Fusiller Ouria Boutelja, où justement elle pointe ces contradictions aussi chez certaines chez certains d'entre nous qui condamnent, alors quand ils condamnent pas, ils condamnent à demi-mot. C'est-à-dire qu'ils y vont doucement parce qu'ils ont peur de se faire, ou alors ils se réveillent après la tempête. Non mais voilà, c'est exemple tout simple. Classique. Et le cas Youssef Brakni.
Voilà, bah, c'est vrai. Quand il a été poursuivi en justice, encore une fois, je crois la troisième fois où j'en parle, j'ai toujours pas digéré que quand j'ai partagé l'article de son procès et l'appel au don pour payer sa défense juridique, il y a personne qui l'a partagé. Absolument personne. Et je me souviens, bon, ça se fera ce soir. Le soir, il y a rien eu, le lendemain et pas le surlendemain. Et c'est bon, maintenant, je suis content. Il a une plateforme maintenant sur France Maghreb. C'est très bien qu'il puisse s'exprimer. Oh non, moi, je suis désolé. Alors, les mecs, ils veulent pas participer. Ils regardent ailleurs. Mais le jour où ça leur tombe dessus, ils vont venir demander aux militants de prendre position pour eux. Voilà, les constats sont parfois durs. Comme nous disait Kerry James d'ailleurs, constat amer. C'est un petit peu en substance et pour conclure donc ce débat concernant ce discours qui n'aura rien d'un discours historique contrairement à ce que disent certains prononcé donc hier matin. Au contraire, peut-être un discours qui risque d'alimenter malheureusement l'antisémitisme et toute forme de racisme, de complotisme qui vont s'en donner à cœur joie, bien entendu. Allez, dans un instant, pour finir, j'allais dire en beauté, un bon petit coup de cœur que nous a dégoté Nadia Lazouni. Je sais même pas c'est quoi. C'est Awatef Reloki, une artiste. Voilà. Très bien, une artiste que l'on va découvrir grâce à Nadia dans un instant. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni et avec Yasser Louati aujourd'hui sur France Maghreb 2. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le Muslim Post pour y découvrir la vidéo concernant justement cette coordination qui a émergé du côté de Los Angeles là et exactement comme toujours c'est la West Coast qui prime. Voilà, donc allez-y sur le Muslim Post sur Facebook mais aussi sur le site donc le muslimpost.com pour aller voir donc la vidéo qui est d'ores et déjà publiée, qui relate un petit peu tout ce qu'a expliqué Yasser, sauf que ça se passe en images, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, c'est une image qui a été tournée par, c'est une vidéo tournée par Younes Belhadj, et donc voilà, on revient sur le début de l'aventure et sur quoi est-ce qu'elle devrait aboutir. Maintenant place sur France Maghreb 2 au coup de cœur de Nadia Lazouni. Oui, coup de cœur très rapide. Jingle, jingle, vas-y. Voilà. ça se voit que t'as pas le casque. Allez, c'est parti pour le coup de cœur de Nadia Lazouni. Je dénonce, écoute, je balance moi. Pas de problème. Vas-y, ton coup de cœur. Ok, alors mon coup de cœur c'est Awatef Reloki. Awatef Reloki c'est une artiste, elle est photographe et elle est surtout réalisatrice. On peut consulter sa page en fait qui porte son nom, c'est Awatef AOUATEF Reloki KHE2LOQI où elle partage finalement des photos de ses voyages, Ouzbékistan, Iran. Elle a vraiment parcouru toute l'Asie, l'Afrique également. Et en fait, ce qui est admirable chez Awatef, c'est qu'elle travaillait dans l'immobilier. Elle était dans le privé à l'époque et elle a tout abandonné pour suivre sa passion de la photographie et de la vidéo. Elle s'est formée seule. Elle est vraiment autodidacte. Elle a même co-réalisé à l'époque le premier documentaire sur les Rohingyas ou les Rohingyas, peu importe, on les appelle différemment, mais les oubliés de l'histoire. Les oubliés de l'histoire, exactement, où elle a essayé de sensibiliser justement sur ce peuple le plus persécuté au monde, pour reprendre les termes de l'ONU. Elle a réalisé aussi un autre documentaire sur les Ouïghours en Chine, donc les musulmans chinois. Et voilà, elle continue, elle se définit comme une chasseuse d'histoire et d'images. Donc si comme moi vous ne voyagez pas cet été, eh bien voyagez à travers la page Facebook et le site aussi internet d'Awatef Reloki. Awatef Reloki, donc sur France Maghreb 2 pour le coup de cœur de Nadia Lazouni. Nadia qui vient de nous dire qu'elle partait pas en vacances. Voilà, vous savez tout. Même pas au bled, même pas. Mais j'ai pas mon passeport. Ça veut dire que t'as pas eu ton passeport? Non mais la Normandie pour moi c'est du repos, mais Nadia c'est voir la famille. Tu es à l'écoute de France Maghreb 2, tu es sur France Maghreb 2, dénonce vous souvenez, les failles de l'administration histoire, algérienne. Non mais j'ai déposé définitivement ma demande de passeport le 1er juin. J'aurais dû le recevoir la première semaine de juillet et j'attends toujours ce fameux passeport parce que je ne paierai pas de visa à 80 € pour aller en Algérie. Non, jamais. Mais sérieusement, faut dire ce qui est. Ces histoires de consulat algérien, on a grandi avec tous les Algériens. Ouais. Mais bien sûr. Mais c'est quoi ils aiment bien voir des ressortissants algériens galérer. C'est quoi leur histoire au consulat algérien? Et pour autant, on reste patriote. C'est ça qui est fou. Je pense qu'on a un côté un peu. Le patriotisme, c'est pas rentable. C'est pas rentable, mais c'est beau. Ça transcende. Voilà. Vas-y, prends ton drapeau. Non, parce que tu sais, franchement, mon acte 12S, je tiens à le dire. Non, mon acte 12S, je l'ai eu en 2 heures, ce qui est relativement correct au consulat de Pontoise. Ma sœur a récupéré l'acte 12S de sa fille à Bobigny en 45 minutes. Donc il y a eu des progrès. Ouais. Et mon passeport, j'ai déposé ma demande en 45 minutes, c'était fait. J'étais partie.
C'est quand même beau. Mais comment t'expliques des gens qui doivent arriver et dormir la veille devant le consulat? Ça, c'était avant. C'était à Nanterre et à Vitry. À Vitry, maintenant ça a déménagé, c'est à Créteil, c'est Ouais, quand à même beaucoup mieux. Créteil, c'est beaucoup mieux. Ouais, Bon. visiblement. Ravi de l'entendre. Voilà. Non, ça s'améliore quand même. Mais Ça s'améliore. par contre, on lance un avis de recherche concernant le passeport de Nadia Lazouni. Vous travaillez Et celui au de Samira consulat. Lazouni aussi, on a déposé nos passeports toutes les deux, ma petite Vous sœur et moi. travaillez au consulat d'Algérie De Pontoise. De Pontoise. S'il vous plaît, agissez, c'est très important parce qu'elle a besoin de vacances, elle est fatiguée là. Oui, j'ai envie hein. de voir mes parents, ils sont là-bas, il me manque. Et S'il toi vous plaît. Yasser, toi tu reviens de vacances là. Non, franchement, non. Non, Non, d'accord. alors ça c'est vraiment, Ça c'est bas. c'est vraiment sous la ceinture. Alors là, non. Non, pas de vacances en revue. Normalement je pars en famille. Ouais. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, je dirais pas où. Mais en bon Forcément. tunisien, il est possible que tu partes en Tunisie. Je reviens donc. Ah, Ah, il Mais paraît pour, qu'il pour militer. il fait chaud, il paraît là-bas. Ouais, il fait chaud et le pays est en panne. mais est-ce qu'on part vraiment en Le pays, vacances en attends, Tunisie le pays est en panne. Le pays est en panne. Ouais. C'est-à-dire Ah ouais, c'est un pays qui est vraiment en panne. Ah ouais. C'est vraiment ceux qui dirigent le pays sont vraiment des bras cassés. Il est en panne d'idées, il est en panne de leadership, il est en panne de visibilité. La jeunesse est en train de pourrir sur Et place. pourquoi pas tenter une carrière là-bas, Yasser Louati? Peut-être que tu pourrais aider. J'ai pas pour tradition de fuir mes luttes, mais Ouais. pour l'instant, j'ai un ring à gérer ici en France. Ok. Donc si j'emporte la coupe, j'irai là-bas aussi. Binational ou pas? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Toujours. Plus que jamais. Merci Yasser. À lundi prochain. À lundi Ouais. prochain. Parce que le lundi c'est Louati. Lundi, c'est Louati. Voilà. Nadia Lazouni, merci. Merci. Bah, moi, vous me retrouvez sur la page Facebook, Speak Up Channel et la chaîne YouTube Speak Up Channel, pour le Nadia Lazouni Show. On passe les meilleurs moments, cet été parce que on va reprendre, on est déjà en train de préparer les contenus, mais je pense que les tournages, ça sera fin août pour diffusion en septembre. Et bien justement, ce qui me laisse aussi annoncer aux auditeurs auditrices que la semaine prochaine sera la dernière semaine en direct. Avant justement le best-of tout le mois d'août, vous allez retrouver le grand forum avec les meilleurs avis tranchés, donc notamment ceux de Nadia Lazouni, ceux de Yasser Louati, mais aussi de toutes les membres de la team LGF. Merci Super. à tous sur France Merci, 2, grand Christophe. forum dans un instant avec le zapping, la télé et le mobile répondeur pour l'heure 18h01, le rappel de l'actualité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est ouvert à Bruxelles le deuxième round de négociations entre l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni après le Brexit. Plusieurs dossiers sensibles sont au menu des discussions, les droits des citoyens expatriés ou encore la question irlandaise. Ce froid entre le président de la République et le chef de l'état-major des armées, le colonel de Villiers, sera reçu cette semaine à l'Élysée. Il dénonce les 850 millions d'économies imposées à l'armée française. Le dossier de Muriel Boll de retour devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon. Ses avocats ont déposé aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté. Ce témoin clé de l'affaire Grégory est en détention provisoire depuis le 29 juin dernier. Une enquête ouverte à Rouen après la diffusion d'une fausse information d'attentat. La rumeur d'une attaque dans un centre commercial s'est propagée samedi soir via les réseaux sociaux. Elle aurait pour origine un site de divertissement. Et bientôt une nouvelle offre pour les voyages. Les pilotes d'Air France ont donné leur feu vert au lancement du projet Boost, filiale low cost de la compagnie pour les moyens et longs courriers. Les premiers vols pourraient être programmés dès l'automne. En contrepartie, la compagnie aérienne annonce le recrutement de 250 pilotes par an au cours des 3 prochaines années. Dans le Gard et l'Hérault, plusieurs hommes sont recherchés aujourd'hui après avoir menacé et volé des automobilistes sur des routes de Camargue et sur l'autoroute A9. Ils suivaient à vive allure les automobilistes, leur faisaient une queue de poisson et les percutaient pour les contraindre à s'arrêter. Ensuite, ils volaient téléphones portables et sacs à main. Leur véhicule a été incendié à Beaucaire. À l'étranger, en Turquie, un attentat attribué au Parti des travailleurs du Kurdistan a fait 17 blessés, des soldats. Des bombes ont explosé au passage de leur véhicule militaire au sud-est du pays. Sport, le Tour de France, et après 15 étapes, c'est relâche aujourd'hui pour le peloton. Journée de repos avant une nouvelle étape demain du Puy-en-Velay direction Romans-sur-Isère dans la Drôme. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.